Sous un ciel texan prêt à se déchirer, en 1876, Elizabeth Ward, une femme brisée par la guerre et la perte, vit seule près de la rivière Pecos, ses robes blanches défiant la poussière du passé. Mais quand une crue furieuse, déchaînée en quelques secondes, engloutit la vallée, un cri perce l'orage. Un garçon comanche, piégé sur un toit branlant, lutte contre la mort. Elizabeth, sans hésiter, rame à travers les flots dévastateurs pour le sauver, ignorant que son père, un chef comanche traqué, observe depuis un arbre lointain. Ce geste changera-t-il son destin ou la condamnera-t-il? Abonnez-vous, partagez d'où vous écoutez et découvrez si le désert offrira la rédemption ou la ruine. Restez jusqu'au bout, la vérité vous surprendra. Sous le ciel fissuré du Texas occidental, en 1876, où la rivière Pecos traînait son filet d'eau paresseux entre des roches calcinées et des touffes d'herbe brûlée, Elizabeth Ward vivait dans une maison de bois qui grinçait sous chaque rafale. Ancienne infirmière de la guerre civile, elle avait vu le sang couler plus abondamment que la pluie, et son fils unique, Jacob, avait succombé à une fièvre que nul remède n'avait pu vaincre. Depuis, elle portait des robes blanches, non par pureté, mais parce que cette couleur, nue et crue, était la seule qu'elle ne craignait pas de tacher. À Dry Fork, les habitants l'appelaient « la femme de la rivière », un murmure mêlé de pitié et de méfiance, car une femme seule, dans ce coin de l'Ouest, semblait porter malheur comme une ombre portée par le vent. Elizabeth, à 39 ans, avait le visage buriné par le soleil, des mains calleuses de tailleuses pour le labeur, et des yeux gris qui semblaient hommes les voir au-delà des collines. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, allumait un feu dont la fumée s'élevait comme une prière sans réponse, et descendait vers la rivière avec un seau de fer. Là, le clapotis de l'eau contre les pierres lui parlait, seul son honnête dans un monde où les hommes mentaient comme plus souvent que le désert. Elle raccommodait des filets, taillait du bois, vivait sans rire ni promesse, mais dans une paix fragile, celle d'une femme qui avait enterré son passé sans jamais l'oublier. Cet après-midi de juin, pourtant, le ciel changea. Les nuages, lourds comme du plomb, s'amoncelèrent à l'horizon, peignant l'air d'un rouge malsain, et le vent, d'ordinaire bavard, se tut soudain, laissant place à une chaleur étouffante qui collait la poussière à la peau. Elizabeth, assise sur le porche, une aiguille à la main, releva la tête, alertée par une odeur nouvelle, celle de l'eau, brute et menaçante. Un grondement monta alors, d'abord sourd, puis assourdissant, comme si la terre elle-même s'ouvrait pour hurler. Ce n'était pas le tonnerre, mais une crue, une de ces vagues de traîtresses qui, en quelques secondes, pouvaient transformer la Pecos en un monstre dévorant tout sur son passage. Elle lâcha son filet, bondit sur ses pieds et courut vers la berge. Là, sous une pluie fine qui commençait à mordre, elle vit la rivière gonfler, ses eaux boueuses charriant des branches de brisées, des carcasses d'animaux et des débris d'un monde englouti. Le courant rugissait, arrachant des pans de terre, et au milieu de ce chaos, un cri perça, aigu, désespéré, celui d'un enfant. Elizabeth plissa les yeux, fouillant la brume, et le vit, un garçon comanche, âgé d'à peine 8 ans, cramponné au toit d'une cabane à moitié submergée, ses petites mains agrippées à une poutre, son corps tremblant sous la force de l'eau qui léchait ses pieds en peau nue. Ses yeux, écarquillés de terreur, semblaient diamoler supplier le ciel, mais le ciel, indifférent, ne répondait pas. Le cœur d'Elizabeth s'arrêta une fraction de seconde, frappé par un écho ancien, celui de Jacob, son fils, appelant dans la fièvre, ses mains tendues vers une mère impuissante. Elle n'avait pas pu le sauver alors, mais aujourd'hui, face à ce garçon, quelque chose en elle se réveilla, une flamme qu'elle croyait éteinte. Sans réfléchir, elle courut vers l'appentis où reposait sa vieille barque, un esquif usé
qu'elle n'utilisait que pour ramasser les bêtes noyées. Elle le traîna jusqu'à la berge, ses bottes s'enfonçant dans la boue, et grimpa à bord, saisissant les rames avec une détermination qui défiait la peur. À une centaine de mètres, perché sur un cotonnier tordu par le vent, un homme observait, immobile, son corps élancé se fondant dans l'ombre des branches. Nathan Blackthorne, chef des Comanches, père du garçon, avait tenté de traverser la rivière avec son fils avant que la crue ne les sépare. Ses yeux, sombres et profonds, suivaient la barque d'Elizabeth, mais il ne bougea pas, ne cria pas. Il savait que s'il se montrait, les chasseurs de primes, tapis quelque part dans ces terres, le traqueraient, lui et son enfant, jusqu'à la mort. Alors il resta là, statue de chair et de silence, priant des dieux que le désert avait oubliés. Elizabeth, elle, ramait, les muscles brûlants, luttant contre un courant qui voulait l'engloutir. Chaque vague frappait la barque comme un coup de poing, et l'eau, froide et lourde, trempait sa robe blanche, la collant à sa peau comme une seconde chair. Mais elle ne voyait que le garçon, son visage brun, maculé de boue, ses lèvres murmurant des mots que le vent emportait. « Tiens bon !» cria-t-elle, sa voix se brisant dans le tumulte. La barque heurta le toit de la cabane, et dans un craquement, Elizabeth tendit les bras, attrapant le garçon juste avant que la poutre ne cède. Elle le tira à bord, son corps léger et tremblant serré contre elle, et rama vers la rive, ignorant la rivière qui hurlait sa rage derrière eux. Alors que la rivière Pecos rugissait encore, ses eaux boueuses engloutissant les derniers vestiges de la cabane effondrée, Elizabeth Ward serra le garçon Comanche contre elle, son cœur battant au rythme des vagues qui martelaient la barque. Elle rama avec une force née de l'instinct, chaque coup de rame, un défi lancé à la mort elle-même, jusqu'à ce que la coque racle enfin la berge, où la boue collait aux bottes comme une malédiction. La pluie tombait plus drue maintenant, une averse acérée qui piquait la peau et brouillait l'horizon, mais Elizabeth ne s'arrêta pas pour reprendre son souffle. Elle hissa le garçon, léger comme une plume trempée, hors de la barque, et le porta à travers les herbes détrempées, jusqu'à sa maison de bois dont les murs tremblaient sous les assauts du vent. À l'intérieur, l'air sentait la cendre froide et le moisi, mais le plancher offrait un refuge contre la furie extérieure. Elle déposa l'enfant près du foyer éteint, ses petites mains crispées, ses yeux encore hantés par l'éclat de la crue. « Tu es en sécurité, petit », murmura-t-elle, bien que sa voix tremblât, car le désert, elle le savait, ne faisait jamais de promesses. Elizabeth s'agenouilla, frottant ses mains pour chasser le froid, et ranima le feu avec des brindilles sèches, dont les flammes naissantes jetaient d'eau des ombres dansantes sur les murs. À la lueur vacillante, elle examina le garçon, dont la peau brune était maculée de boue et de sang séché. Ses pieds, lacérés par les roches, laissaient des traces rouges sur le sol, et ses vêtements, des lambeaux de toile, collaient à son corps frissonnant. Elle déchira un morceau de sa propre robe blanche, déjà souillée, et banda ses blessures avec des gestes précis, ceux d'une infirmière qui n'avait jamais oublié comment panser les plaies d'un monde brisé. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle doucement, sa voix comme un fil tendu dans le silence. Le garçon, après un long moment, souffla « Tsena ». Le mot, rond et grave, résonna comme un secret que la rivière aurait murmuré. Dehors, le vent hurlait, faisant claquer les volets, et la pluie martelait le toit comme une armée en marche. Elizabeth, tout en préparant un bouillon clair avec les maigres provisions qu'elle gardait, sentit une chaleur étrange monter en elle, un écho de ce qu'elle avait ressenti en tenant Jacob, son fils, avant que la fièvre ne l'arrache. Tsena, assis près du feu, fixait les flammes, ses yeux sombres reflétant un monde qu'elle ne pouvait deviner. « D'où viens-tu, Tsena » tenta-t-elle, mais il baissa la tête, son silence plus éloquent qu'une réponse. Elle n'insista pas, car dans ces terres, les mots cachaient souvent des vérités trop lourdes à porter.
Alors qu'elle versait le bouillon dans un bol de fer, un bruit sec la fit sursauter. Un craquement, non pas du vent, mais de pas prudents sur le sol détrempé dehors. Elle posa le bol, saisit le vieux couteau de chasse pendu au mur et s'approcha de la fenêtre, écartant le rideau rapiécé. Dans l'obscurité, à peine trouée par la lueur d'un éclair, elle distingua des traces fraîches, des empreintes de sabots en cercle serré autour de la maison. Ce n'étaient pas celles d'un coyote ou d'un vagabond. Elle portait d'idée l'empreinte d'une intention, d'une surveillance. Son pouls l'ami s'accéléra, et elle se tourna vers Tsena, qui s'était raidi, ses yeux écarquillés fixant la porte, comme s'il voyait à travers le bois. « Reste là !» ordonna-t-elle, glissant le couteau dans sa ceinture, et elle entr'ouvrit la porte, juste assez pour scruter la nuit. La pluie masquait presque tout, mais à l'orée des broussailles, elle aperçut une ombre, immobile, trop haute pour être un animal. Était-ce un homme, un chasseur de primes, attiré par les rumeurs d'un Comanche en fuite, ou pire, un éclaireur de l'armée, dont les uniformes bleus hantaient encore ses cauchemars? L'ombre ne bougea pas, mais un éclat métallique brilla un instant, comme le reflet d'une lame ou d'un regard. Puis, aussi vite qu'elle l'était apparue, elle disparut, avalée par la tempête. Élisabeth referma la porte, le cœur lourd, et s'adossa au mur, le couteau toujours en main. Tsena, qui n'avait pas dit un mot, murmura soudain « Nima ». Elle fronça les sourcils, ne comprenant pas, mais le ton du garçon, chargé de peur et de prière, lui glaça le sang. Était-ce un nom, celui d'une mère, d'un frère, ou de ce père qu'elle soupçonnait d'être proche, tapi dans l'ombre? Elle s'agenouilla près de lui, posant une main sur son épaule. « Personne ne te fera de mal ici, » dit-elle, bien que le mensonge pesât sur sa langue, car elle savait que la sécurité, dans ce coin du Texas, était aussi fragile qu'une toile d'araignée sous l'orage. À l'aube, la pluie cessa, laissant un silence oppressant, celui d'un monde lavé, mais non absous. Élisabeth sortit inspecter les alentours, le couteau glissé dans sa botte. Les empreintes, brouillées de par la boue, menaient Mon vers la rivière, où elle trouva un signe qui lui coupa le souffle. Une plume d'aigle, nouée à une branche basse, oscillant doucement dans la brise. Ce n'était pas un hasard, mais un message, une reconnaissance muette. Quelqu'un l'avait vu sauver Tsena, quelqu'un qui ne pouvait se montrer, pas encore. Et alors que le soleil perçait les nuages, peignant la vallée d'une lumière crue, Élisabeth comprit que son acte de bravoure, né d'un instant, l'avait lié à un destin plus vaste, où la compassion risquait d'attirer la foudre. Alors que le soleil perçait les nuages, révélant une vallée trempée où chaque goutte semblait scintiller comme un éclat de fer, Elizabeth Ward serra la plume d'aigle dans sa main, son poids léger comme une promesse, mais lourd comme un avertissement. Elle glissa l'objet dans sa poche, ses yeux scrutant l'horizon où la rivière Pecos, apaisée mais toujours menaçante, murmurait des secrets qu'elle ne pouvait encore déchiffrer. Le jour s'étirait, brûlant la boue en croûte dure, et Élisabeth rentra dans la maison où Tsena, assis près du feu mourant, triturait un bout de tissu déchiré de sa tunique. Ses yeux, bien que voilés par la fatigue, portaient une vigilance d'animal traqué, et elle comprit que ce garçon, malgré son jeune âge, connaissait la peur d'être chassé. Elle s'assit face à lui, poussant le bol de bouillon refroidi. « Mange, petit, tu en auras besoin, » dit-elle, sa voix douce mais ferme, car elle sentait dans l'air trop calme l'approche d'un danger que la plume n'avait fait qu'annoncer. Tsena but lentement, ses lèvres tremblantes, et murmura « Nima » une fois encore, un mot qui flottait comme une prière orpheline, peut-être le nom de quelqu'un qu'il craignait de ne plus revoir. Dehors, le silence du matin était trompeur, celui d'un désert qui retient son souffle avant de frapper. Élisabeth, en ramassant du bois près de la berge, remarqua des traces nouvelles, plus nettes que celles de la veille. Des empreintes de bottes, profondes, aux talons usés,
mêlée à celle d'un cheval ferré. Elle se contournait de la maison en un arc précis, comme si quelqu'un avait étudié ses murs, ses fenêtres, ses failles. Son estomac se noua, car ces marques n'appartenaient là n'est pas à un Comanche, mais à un homme de Dry Fork, peut-être un chasseur de primes ou un éclaireur de l'armée, dont les affiches plaçardées en ville promettaient des dollars pour la tête d'un chef nommé Nathan Blackthorne. Elle revit, en un éclair, le regard de l'ombre dans la tempête, et sut que Tsena n'était pas un enfant perdu, mais un pion dans un jeu bien plus vaste. Elle rentra, verrouilla la porte et chargea le vieux fusil de son mari, un reliquat rouillé qu'elle n'avait pas touché depuis des années. « Tsena, écoute-moi, » dit-elle, s'agenouillant près de lui, ses mains serrant les siennes, petites et chaudes. « Si quelqu'un vient, tu te caches sous le plancher, là, derrière le coffre. Tu ne fais pas un bruit, compris ?» Le garçon hocha la tête, ses yeux sombres, cherchant les siens, et elle y lut une confiance fragile, celle d'un enfant qui n'avait plus que l'espoir pour bouclier. Elle lui sourit, un sourire qu'elle n'avait pas offert depuis Jacob, et sentit son cœur se fissurer, car protéger Tsena, c'était défier un monde qui ne pardonnait pas la compassion. À midi, un cavalier apparut au loin, soulevant un nuage de poussière qui dansait comme une fumée mauvaise. Élisabeth, postée à la fenêtre, reconnut la silhouette voûtée de Caleb Morse, un trappeur de Dry Fork, connu pour vendre des scalps autant que des peaux. Il s'arrêta à bonne distance, son chapeau taché de sueur incliné sur des yeux qui fouillaient dans la maison comme un vautour scrute une carcasse. « Elizabeth Ward !» cria-t-il, sa voix rauque portée par le vent. « On sait que t'as un gamin Comanche là-dedans. Rentre-le et t'auras pas d'ennui. » Elle serra le fusil, le canon froid contre sa paume, et répondit, la gorge sèche. « Y a personne ici, Morse. Retourne à tes bouteilles. » Mais il ricana, descendant de cheval, un revolver luisant à sa ceinture, et elle sut qu'il ne partirait pas sans fouiller. Si vous suivez cette histoire, si elle vous touche là où le courage naît de la peur, abonnez-vous à notre chaîne, partagez d'où vous écoutez, car ces récits vivent grâce à vous, et ensemble, nous découvrirons jusqu'où cette femme ira pour un enfant qui n'est pas le sien. Tsena, tapie sous le plancher, retint son souffle alors qu'Élisabeth ouvrit la porte, le fusil baissé mais prêt. « Entre si tu veux, » dit-elle, jouant l'indifférence, bien que chaque muscle de son corps hurlât de vigilance. Morse avança, ses bottes bises claquant sur le bois, et fouilla la pièce du regard, ses doigts d'eau frôlant la crosse de son arme. Il renversa une chaise, ouvrit le coffre, mais ne vit pas la trappe cachée où Tsena se terrait, le cœur battant comme un tambour de guerre. Soudain, un cri perça l'air, non pas humain, mais celui d'un aigle, strident, venant de la rivière. Morse se figea, tourna la tête, et Élisabeth profita de l'instant pour le pousser dehors, claquant la porte. « Dégage, ou c'est moi qui te fais un trou !» cria-t-elle, levant le fusil. Il jura, remonta en selle et disparut dans la poussière, mais elle savait qu'il reviendrait, avec d'autres, car l'odeur du sang attirait toujours les charognards. Elle souleva la trappe, aidant Tsena à sortir, son visage pâle mais résolu. « C'était Nima ?» demanda-t-il, et elle comprit que ce cri d'aigle n'était pas un hasard, mais un signe, peut-être de Nathan Blackthorne, toujours invisible, toujours proche. Alors que le soleil tombait, peignant le ciel d'un rouge sanglant, Élisabeth barricada la porte, le fusil à portée de main, et s'assit près de Tsena, qui s'endormit contre elle, sa respiration légère comme un souffle de vent. Elle regarda les flammes du foyer, sentant le poids de la plume dans sa poche, et sut que la nuit prochaine ne serait pas clémente, car dans ce désert, la vérité, comme la crue, frappait sans prévenir, alors que le ciel s'embrasait d'un rouge mourant, comme si le désert lui-même saignait sous les derniers rayons du soleil. Elizabeth Ward sentit le poids de la plume d'aigle dans sa poche,
un talisman qui semblait murmurer que le répit n'était qu'une illusion. Elle serra Tséna, endormie contre elle, son souffle léger contrastant avec le grondement sourd qui montait dans son propre cœur, car elle savait que Caleb Morse, repoussé mais non vaincu, ramènerait la tempête avec lui. L'aube arriva, froide et claire, le genre de matin où l'air coupait comme une lame et où chaque ombre semblait cacher un ennemi. Élisabeth, le fusil chargé à portée de main, prépara un maigre repas de pain sec et de viande séchée, ses yeux scrutant la fenêtre à chaque bruit, même le craquement d'une branche sous le vent. Tséna, réveillée par la lumière crue qui filtrait à travers les volets, s'assit en silence, ses doigts traçant des cercles dans la poussière du plancher. « Ils vont revenir, n'est-ce pas » demanda-t-il, sa voix basse, presque avalée par le calme oppressant. Elle hocha la tête, sans mentir, car dans ces terres, la vérité, aussi dure soit-elle, était la seule monnaie qui valait quelque chose. « Mais ils ne t'auront pas, » ajouta-t-elle, ces mots comme un serment qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir. Vers midi, la vallée s'anima d'un grondement nouveau, non pas celui de la crue, mais celui de sabots frappant la terre durcie. Élisabeth, postée près de la porte, vit 3 cavaliers émerger de la brume de chaleur, leurs silhouettes noires se découpant contre l'horizon comme des spectres. À leur tête chevauchait le capitaine Samuel Holt, un homme qu'elle connaissait de Dry Fork, un vétéran de la guerre civile dont les yeux froids semblaient une âme taillée dans le silex. Ses 2 compagnons, des soldats en uniforme bleu et râpé, portèrent des fusils en bandoulière, et leurs regards fouillaient la maison comme s'ils pouvaient en percer les murs. Holt descendit de cheval, ses bottes soulevant des volutes de poussière, et s'arrêta à 10 pas, sa main posée sur la crosse d'un revolver. « Elizabeth Ward » lança-t-il, sa voix tranchante comme une lame de rasoir. « On sait que tu caches le fils de Nathan Blackthorne. Rends-le, ou cette maison deviendra ton tombeau. » Elle ouvrit la porte, le fusil baissé mais ses doigts crispés sur la détente, et sortit sur le porche, sa robe blanche flottant comme un drapeau de défi. « Vous perdez votre temps, capitaine, » répondit-elle, sa voix calme mais vibrante d'une colère contenue, car elle voyait dans les yeux de Holt la même soif de sang qui avait consumé son mari, avant qu'il ne s'effondre. Il n'y a qu'une femme et son chagrin ici. Mais Holt esquissa un sourire, mince et sans chaleur, et fit un pas, ses hommes se déployant derrière lui comme des loups flairant une proie. « On a trouvé des traces près de la rivière, » dit-il, et Morse nous a parlé. Ne joue pas les héroïnes, Élisabeth. Les Comanches ne valent pas ta vie. À l'intérieur, Tséna, cachée sous la trappe comme elle le lui avait appris, retenait son souffle, ses petites mains serrées sur un caillou qu'il avait ramassé près du feu, comme si ce fragment de terre pouvait le protéger. Élisabeth, debout face à Holt, sentit le poids de son choix peser sur ses épaules, aussi lourd que les années de deuil qu'elle avait portées. Elle pouvait mentir, gagner du temps, ou se battre, mais chaque option menait à une vérité brutale. Protéger Tséna signifiait défier non seulement ses hommes, mais tout un monde qui voyait dans un enfant comanche une menace à abattre. « Suivez-moi » dit-elle soudain, sa voix ferme, et elle tourna les talons, marchant vers la rivière, son fusil toujours en main. Holt et ses hommes la suivirent, méfiants, leurs armes prêtes, tandis qu'elle les guidait vers un méandre où la crue avait laissé des débris épars, des branches tordues et des pierres lissées par l'eau. « Vous voulez des traces » lança-t-elle, pointant du doigt un amas de boue où des empreintes indistinctes s'effaçaient l'année sous le soleil. La rivière a tout emporté. Si un Comanche était ici, il les aurait noyés, ou loin. Holt plissa les yeux, scrutant le sol, et pendant un instant, elle crut qu'il la laisserait partir. Mais il se tourna vers elle, son revolver dégainé en un éclair. « Tu mens, femme !» grogna-t-il, « et je vais fouiller cette maison jusqu'à ce que je trouve la vérité. » Élisabeth leva son fusil,
le canon pointé sur la poitrine de Holt, et le temps sembla se figer, la vallée retenant son souffle. « Touche à ma maison, et c'est toi qui ne verras pas le coucher du soleil, » dit-elle, chaque mot comme une pierre jetée dans un lac immobile. Les soldats levèrent dans leurs armes, mais un bruit soudain, un craquement dans les broussailles, fit laisse tourner toute la bord-tête. Une ombre fugitive, à peine visible, disparut derrière un rocher, et Élisabeth sut, avec une certitude qui lui glaça le sang, que Nathan Blackthorne était là, prêt à risquer sa vie pour son fils. Elle profita de la distraction, recula vers la maison et cria « Partez, ou je tire !» Holt, furieux mais prudent, remonta en selle, promettant de revenir avec plus d'hommes, et disparut dans un nuage de poussière. Elle barricada la porte, souleva la trappe et trouva Tseena, tremblant mais indemne, ses yeux cherchant les siens. « Ils savent pour Nima » murmura-t-il, et elle comprit que la chasse ne faisait que commencer, car dans ce désert, un père traqué était une flamme qui attirait tous les vautours. Alors que les sabots des cavaliers de Holt s'évanouissaient dans la poussière, leur écho résonnant comme un glas dans la vallée, Elizabeth Ward sentit la plume d'aigle dans sa poche, comme un rappel brûlant que la chasse, loin d'être finie, ne faisait que s'aiguiser. Elle serra Tseena contre elle, ses yeux scrutant l'obscurité grandissante, car elle savait que le répit, dans ce désert, était aussi fugace qu'une ombre sous un ciel d'orage. La nuit tomba, épaisse et sans lune, l'air chargé d'une odeur de fer et de cendre. Élisabeth, le fusil à portée de main, barricada la porte avec une chaise brisée, ses gestes rapides mais précis, comme ceux d'une femme qui avait appris à survivre aux tempêtes, qu'elles soient d'eau ou de sang. Tseena, assis près du foyer, fixait les flammes mourantes, ses petites mains serrant le caillou qu'il n'avait pas lâché, comme si ce fragment de terre pouvait ancrer son monde chancelant. « Nima viendra » murmura-t-il, sa voix tremblante, et Élisabeth, la gorge nouée, répondit doucement. « Il est proche, petit, plus proche que tu ne le penses. » Mais elle émonce d'ignorer si elle parlait pour le réconforter ou pour se convaincre elle-même, car l'ombre de Nathan Blackthorne, bien que présente, restait insaisissable, comme un fantôme du désert. Vers minuit, un craquement sec brisa le silence, suivi d'un éclat orangé qui perça les interstices des volets. Élisabeth bondit, ouvrit une fente et vit l'horreur. Des flammes léchaient l'appentis, rampant vers la maison comme des serpents affamés. Des cris rauques retentirent au loin, ceux de Morse et de ses acolytes, revenus pour punir sa défiance. « Traîtresse !» hurla une voix, et une torche vola, s'écrasant contre le mur de bois, où le feu prit racine avec une voracité terrifiante. Élisabeth attrapa Tseena, le souleva comme un fardeau précieux, et courut vers l'arrière de la maison, où une trappe menait à une berge sablonneuse. Les flammes rugissaient sales, dévorant les murs, et la fumée, épaisse comme un linceul, lui brûlait les poumons, mais elle ne s'arrêta pas, ses bottes glissant dans la boue, alors qu'elle fuyait vers la rivière Pecos. L'eau, froide et argentée sous les étoiles, coulait avec une indifférence cruelle, reflétant les flammes qui consumaient tout ce qu'Élisabeth avait été. Elle déposa Tseena sur la rive, ses yeux scrutant les broussailles, car elle savait que Morse, assoiffé de vengeance, ne s'arrêterait pas à une maison brûlée. « Cache-toi là, derrière les rochers !» ordonna-t-elle, poussant le garçon dans une anfractuosité. Mais Tseena, les yeux écarquillés, murmura. « Nima, il était là. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une silhouette émergea des ombres, haute et élancée, un homme dont le visage, taillé par le vent et la guerre, portait la gravité d'un chef. Nathan Blackthorne, enfin visible, posa une main sur l'épaule de son fils, ses yeux sombres, rencontrant ceux d'Élisabeth dans un instant de reconnaissance muette. « Vous l'avez gardé en vie, » dit-il, sa voix grave roulant comme un orage lointain, et elle hocha la tête, incapable de parler,
car le feu derrière eux semblait brûler non seulement sa maison, mais les chaînes de son passé. Nathan tendit un couteau, sa lame gravée d'un soleil, non comme une arme, mais comme un serment. « Prenez-le et partez vers le sud, où mon peuple vous protégera. » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, des cris éclatèrent, plus proches, et Nathan, saisissant Tséna, plongea dans les broussailles, sa silhouette avalée par la nuit. Élisabeth, le couteau en main, courut le long de la rivière, ses pas lourds dans le sable, jusqu'à ce qu'un hennissement la fige. Un cheval, celui de Nathan, surgit, seul, ses flancs tachés de sang, et elle sut, avec une douleur qui lui coupa le souffle, que le chef ne reviendrait pas. À l'aube, la vallée était silencieuse, les cendres de la maison flottant comme une neige noire. Élisabeth, la robe blanche noircie par la suie, marcha vers le sud, le couteau glissé dans sa ceinture, guidée par une étoile pâle qui perçait le ciel. Elle l'atteignit, après 2 jours de marche, une vallée cachée où des fumées montaient entre des tentes comanches. Une vieille de femme, aux cheveux tressés d'argent, l'accueillit, ses yeux lisant l'histoire gravée sur le visage d'Élisabeth. « Tu portes le feu », dit-elle prenant le couteau, et elle confirma ce qu'Élisabeth craignait. Nathan était tombé, abattu pour que son fils vive. Tséna, adoptée par le camp, courut vers elle, ses yeux brillants, et murmura « Nima t'a vu ». Elle serra l'enfant une dernière fois, puis s'éloigna, laissant le couteau dans la rivière, où il coula comme une offrande. Seule, Élisabeth marcha vers l'horizon, ses pas traçant une ligne dans la poussière, sa robe blanche devenue si grise, mais son cœur, enfin, libéré du poids, du deuil. Le désert, impitoyable, lui avait pris tout, mais lui avait donné, dans la cendre, une rédemption qu'elle n'avait jamais cherchée. Cette bonne histoire d'Élisabeth, Tséna et Nathan, tissée dans la poussière et le feu du Texas, laisse une question suspendue. Jusqu'où iriez-vous pour protéger une âme innocente? Partagez vos pensées dans les commentaires. Dites-nous ce que ce récit a éveillé en vous, et d'où vous l'écoutez, car vos mots font vivre ces terres sauvages. Un immense merci pour avoir suivi ce voyage où le courage rencontre la rédemption. Revenez bientôt pour une nouvelle traversée de l'Ouest, où chaque pas révèle une vérité cachée. À très vite, sous un ciel aussi vaste que le désert.